Bonjour. Ça marche comment? Est-ce que tout le monde est bien réveillé? Bon? Parce que j'ai 70 slides, hein. Ça va être punchy, hein. Ok. Donc l'idée de cette conférence, c'était globalement de tous vous transformer en super-héros du contenu. C'est-à-dire que lundi, quand vous allez arriver au taf, vous allez avoir plein de techniques en tête pour créer des contenus de meilleure qualité pour votre audience et davantage performants, c'est-à-dire notamment en termes d'acquisition de trafic SEO. OK? Donc, avant de commencer, qui suis-je? Nicolas Nguyen, cofondateur de Réputation VIP, qui est une agence technologique spécialisée en SEO et en e-réputation. Pour ma part, ça fait 10 ans que je suis dans le SEO. Hélas, ça ne me rajeunit pas. J'ai eu la chance en 2010 de remporter notamment le concours SEO. Et il y a un truc qu'on aime bien, c'est accompagner les grandes marques sur les enjeux SEO, comme par exemple Uber, Burger King ou La Vie Claire. C'est des trucs qu'on aime bien, parce qu'ils ont des enjeux assez spécifiques et des gros moyens. C'est quoi l'idée de cette conférence? Globalement, aujourd'hui, en fait, une grande majorité des entreprises investissent dans la création des contenus digitaux. C'est quoi un contenu? Ça va être un article de blog, ça va être une fiche conseil, ça va être une fiche produit sur un site e-commerce, etc., etc. Et en fait, par exemple, quand on regarde tout le temps et l'argent que prend justement la création d'un contenu, de la phase d'idéation, par exemple en faisant un comité éditorial à 5 personnes pendant 1 heure pour définir les 5 prochains sujets d'un article de blog, etc. La rédaction d'un brief et vraiment toutes ces étapes jusqu'à l'intégration, par exemple l'intégration d'une page service, etc. Ça prend du temps. Et ça prend du temps, donc ça coûte de l'argent. Et donc en moyenne, un contenu, ça coûte combien? Ça coûte 900 €. Donc ça, pourquoi je dis, c'est pour qu'on en ait bien conscience. Hein, moi, quand je sais quand on publie un article de blog sur mon blog, je me dis, il m'a coûté un petit peu celui-là, j'espère qu'il va rapporter. Et justement, le problème c'est quoi? Et ça, c'est une étude que j'aime bien d'Ahrefs, c'est que plus de 90% des pages web ne récupèrent pas de trafic SEO. D'accord? Et pour l'avoir analysé sur plusieurs clients qu'on accompagne, notamment au début, je peux vous assurer que cette stat, hélas, est très souvent vraie. Donc lundi, vous pourrez faire l'exercice chez vous, c'est-à-dire de regarder le nombre de pages indexées, regarder le nombre de pages qui font du trafic, et vous verrez que souvent, hélas, on tombe dans cet ordre de grandeur. Donc très clairement, ça veut dire quoi? Quand on pilote une stratégie de contenu, vu le coût que ça a, on a intérêt de viser plutôt les 9%. Très clairement, si on veut un ROI. Il y a un autre point qui est assez important à prendre en compte, c'est que globalement, Google est en train de pas mal évoluer, et les usages également. Il y a une image que j'aime bien de Jason, de Kalicube, qui nous explique globalement, qui nous donne du recul sur l'évolution des usages. C'est-à-dire que avant, voilà, dans les années 2000, on était tous desktop. Maintenant, on est tous de plus en plus mobiles. Et en fait, il y a des chances qu'en 2029, la recherche vocale prenne le pas de manière globale. Et bien entendu, quand on fait une recherche vocale, qu'est-ce qui se passe? Google ne nous donne pas 10 réponses, mais nous donne plutôt une réponse. Ça veut dire quoi, du coup? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être en première page Google, c'est pas mal. Si je suis en bas de première page Google, je peux quand même récupérer un peu de trafic. C'est pas mal. Dans 10 ans, potentiellement, être en première page Google, en bas de première page Google, ne servira plus à rien. On aura intérêt à viser le top 3, notamment pour pouvoir tout simplement viser la position 0 et éventuellement les PA. Et ça, il faut se poser un peu la question de à quoi va ressembler les SERP, notamment dans 10 ans. On le voit déjà en 10 ans, les résultats naturels ont perdu pas mal de visibilité. Google est en train de basculer d'un moteur de recherche à un moteur de réponse. Donc grâce à nos contenus, on a intérêt à se fixer un seul objectif, c'est d'être la réponse. Donc justement, comment on fait pour s'adapter? Eh bien, une seule manière, c'est viser à être le meilleur. C'est-à-dire quand on fait du contenu, le but, c'est de créer le meilleur contenu. Il y a Olivier Andrieux, il en parlait ce matin.
Voilà, ça revient encore une fois. Ça a toujours été le sujet en SEO, sauf que là, j'ai envie de dire, l'étau se resserre. C'est-à-dire, avant, être bon, c'était être dans le top 10. Bon, bah là, maintenant, être bon, hein, c'est vraiment être dans le top 3, voire le top 1. Donc, la barre est mise un peu plus haut. Avant de rentrer dans la technique, juste parlons un peu des enjeux, de ce que ça peut apporter. Là, c'est un exemple d'un des clients qu'on accompagne, où ils ont mis en place une super strate de contenu depuis 1 an et où ça porte ses fruits depuis 6 mois sur une courbe exponentielle. Donc c'est Pharmasimple, qui est un site web en e-commerce et où le contenu, une fois que c'est bien fait et bien géré de manière industrielle, eh bien on peut voir que ça peut apporter juste énormément de trafic. Et j'ai hâte d'être dans 12 mois pour voir la suite de la courbe. Cependant, voilà, c'est fait quand même avec un minimum de méthode, et c'est la méthode que je vais vous proposer aujourd'hui. C'est une méthode pour justement faire en sorte que votre stratégie de contenu sur 2019 soit bien plus performante et donc vous apporte beaucoup plus de trafic. D'accord? C'est vraiment ça l'idée. Donc globalement, comment se découpe cette méthode? Il y a une première phase de priorisation. On va aller prioriser les contenus existants à optimiser et prioriser les futurs contenus de son site web. À côté de ça, on va organiser le tout pour planifier le tout d'une main de maître. Puis après, on va rentrer dans des phases d'analyse, puis on va créer le contenu, on va mesurer la performance et on va même aller jusqu'à réoptimiser le contenu derrière. Donc, première étape. La première étape, c'est de déjà prioriser les pages existantes à optimiser de son site web. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça permet de gagner plus, au final, en travaillant moins, puisque en général, l'enjeu c'est quoi? C'est que sur un site web, quand on a créé déjà plein de contenus, eh bien, il y a des contenus qui performent un peu, mais avec un peu plus d'efforts, un peu plus d'action, on va pouvoir faire tout simplement x10 en termes de trafic. D'accord? Donc, je prends un exemple très concret. Vous avez fait un article de blog. Voilà, vous avez passé la phase d'idéation, de publication, de création, etc. Là, juste avec une petite phase d'optimisation, on va pouvoir faire bien plus. Donc là, je prends un exemple. Alors, je me suis dit en plus, c'était un bon exemple juste après les fêtes. Donc, on va prendre l'exemple de perdre du ventre. Puis en plus, si vous êtes allé à McDo ce midi, c'est encore un meilleur exemple. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en 10e position, on a un article de blog de Pharmasimple qui est perdre du ventre. Et globalement, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ce contenu, il fait 1000 mots et que dans le top 3, les concurrents, a priori, ont créé un contenu bien plus profond. Hein, notamment, on en a un qui fait 6000 mots, un qui fait 2500, etc. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on est en bas de première page comme ça donne ça, globalement. Ça donne que cet article, il fait 2000 visites SEO mensuelles, et que dans le top 3, on en voit un qui fait 12 000 visites mensuelles, le deuxième, il fait 25 000 visites mensuelles. Donc, ce n'est pas le nombre de clics sur la page, la slide peut porter un peu à confusion, c'est vraiment l'ensemble du trafic à partir de l'ensemble des milliers de mots-clés qui apportent du trafic à chaque URL. D'accord ? Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai déjà fait un bout de chemin, hein, je suis en bas de première page, mais si je vais viser les 3 premières positions, potentiellement, je peux faire un x5, x10. Okay, et quand on arrive à faire du 25 000 clics avec un contenu, je vous laisse imaginer si vous arrivez à le faire ça x10, ça commence à être plutôt sympa. Donc, première méthode simple pour identifier ces contenus à optimiser. Parce que voilà, on en a créé plein, hein. Sûrement on a un site web depuis plusieurs années, etc. Eh bien, il y a une méthode plutôt simple avec l'outil Ahref. On va aller dans meilleure page. Et puis, très simplement, tout simplement, en quelques secondes, on va juste filtrer sur les positions. On va prendre, par exemple, entre position 3 et 12. Et globalement, ça va faire quoi? Ça va nous permettre d'identifier toutes les pages qui ont déjà de la performance, qui génèrent déjà du trafic, mais qui se positionnent en milieu de page, ou en bas de première page, éventuellement en haut de première page. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la méthode ultra simple. En 2 minutes, on y arrive. Et si on souhaite en plus affiner un poil la priorisation, notamment si on a plein de pages, on va pouvoir jouer sur le keyword difficulty, qui va nous permettre d'identifier plus facilement des mots-clés où il n'y a pas de linking direct sur le top 3. Notamment si on met un keyword difficulty à 0. Donc après, si on veut prioriser plus finement,
Je pense notamment aux très gros sites de plusieurs centaines de milliers de pages ou plusieurs millions de pages. Ça peut être intéressant notamment de s'appuyer sur plus de paramètres, notamment d'identifier pour chaque mot-clé le gain potentiel de trafic. J'ai priorisé, si je peux prioriser un mot-clé qui me fait gagner 10 000 de trafic, c'est quand même mieux. Pareil, réussir à comparer la différence d'optimisation entre mon contenu et le contenu des top 3. Faire la différence également sur la partie autorité. Et puis, ce qui peut être intéressant notamment pour la partie e-commerce, c'est de prendre en compte les métriques d'impact business. Donc tout ce qui est conversion, chiffre d'affaires. Typiquement, on va peut-être identifier que certaines fiches produits génèrent beaucoup de chiffre d'affaires, peu de volume en termes de trafic, mais qu'au final, si on fait x10 sur le chiffre d'affaires, potentiellement, c'est ça qui compte. Ça, c'est possible, notamment avec des tools type Excel SEO Tools sans développement. Après, voilà, si on veut pousser un peu la chose, on va plutôt mettre du dev interne et même, si on est bien chaud, on va mettre un peu de machine learning. Donc là, on a priorisé globalement sur son site web les contenus existants qui peuvent nous rapporter beaucoup plus de trafic avec peu d'efforts. Puis à côté de ça, on va également prioriser les futurs contenus qu'on va créer. Donc, par exemple, les prochaines fiches conseils de mon site web, les prochains articles de blog, éventuellement les prochaines catégories e-commerce, etc. Donc pour les prioriser, l'enjeu, bien entendu, c'est d'être visible sur l'ensemble de son marché SEO. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, quand on a une activité, globalement, par exemple, Pharmasimple, activité de vente de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques en ligne, globalement, il y a un univers de mots-clés qui peut leur rapporter du business. L'idée, c'est d'identifier au maximum cet univers de mots-clés. D'ailleurs, un point important à prendre en compte, c'est que cette partie-là, identification de marché, c'est quand même très complexifié dans le temps, puisque le nombre total de mots-clés dans Google a quand même bien explosé. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose à relancer de manière régulière pour identifier son marché. Donc globalement, pareil, là on est sur une méthode simple, sûrement beaucoup de personnes la connaissent, c'est ce qu'on appelle un content gap. Donc je vais rentrer mon site web, je vais rentrer le site web des concurrents, et ça va me permettre justement d'identifier les mots-clés où il y a mes concurrents et les mots-clés où je ne suis pas présent moi. D'accord ? Très clairement, ça va être des mots-clés où j'ai intérêt à créer un contenu pour moi-même être visible. D'accord ? Et là, petite subtilité, on peut le faire aussi, par exemple, sur des segments de sites web. Là, j'ai pris par exemple le blog. Je prends le scénario où je cherche des idées de sujets, d'articles de blog pour le blog de Pharmasimple. Et du coup, j'ai mis des blogs concurrents. Et ça me donne quoi ? Ça me donne ça, c'est-à-dire une liste de mots. Alors, je suis désolé, ce n'est pas les mots-clés les plus sexy au monde. C'est pas le secteur. Choisir un autre secteur la prochaine fois. Peut-être qu'avec Burger King, ça sera mieux. Bref, ça nous sort une liste de mots. Là, pareil, on peut jouer avec le keyword difficulty, c'est-à-dire, tout dépend. Un des sujets qui peut être intéressant, c'est quand vous analysez vos pages, c'est de faire la moyenne. En général, vos pages, elles arrivent je sais pas, par exemple, dans le top 5 de mots-clés qui ont quel type de keyword difficulty. D'accord ? Par exemple, en moyenne, tiens, j'arrive à taper du keyword difficulty 10, génial, je prends tout ce qui est en dessous de 10 et je vais pouvoir créer du contenu. A priori, je vais avoir des grandes chances quand même d'arriver en première page. Donc c'est ça l'idée, de pouvoir filtrer sur la difficulty. Et puis après, par rapport à cette liste de mots-clés, on va tout simplement choisir ceux qui sont pertinents d'un point de vue édito et d'un point de vue, bien entendu, business. Donc là, on a deux listes pour le moment. On a une liste d'URL qu'on va optimiser et une liste d'URL, de mots-clés plutôt, pour créer des nouveaux contenus. Pour vous donner un ordre d'idée, moi je connais pas mal de boîtes qui passent, par exemple, la moitié de leur temps à optimiser les contenus, l'autre moitié du temps à créer des nouveaux contenus. Je sais qu'en majorité, les entreprises préfèrent plutôt créer des contenus, mais en fait, cette partie optimisation, c'est vraiment un point très important. Et donc, vient un autre point derrière, qui est un point, somme toute logique, mais en fait qui est super important, c'est d'organiser le tout, de planifier le tout en termes de gestion de projet, notamment dans un calendrier éditorial. Pourquoi ? Tout simplement parce que mieux on planifie et plus on arrivera à atteindre ses objectifs en termes de production. Pour vous donner deux exemples, j'ai un exemple d'un client qui va, sur 2019, mettre à jour 1000 contenus. Donc ça fait quand même quasiment une centaine par mois. Et à côté de ça, j'ai un autre client qui va créer
3000 nouveaux contenus optimisés en l'espace de 6 mois. Donc là, très clairement, la partie planification, elle est clé. Et donc, le sujet, c'est quoi? Bon, sans rentrer dans les milliers, etc., hein, ça va être tout simplement de lister le tout au sein d'une plateforme. Alors, on peut utiliser Google Sheets, hein, par exemple. Après, on peut aller plus loin. Moi, il y a un logiciel que j'aime bien, il s'appelle Asana, qui est un super logiciel de gestion de projet, et où on peut globalement lister les pages à optimiser, les pages à créer. On peut traquer le temps si on veut vraiment mesurer au final le coût et le ROI de l'opération. Et après, ce que j'aime bien, c'est de toujours dater les actions et d'avoir un responsable. Donc ça, vraiment, la partie planification, c'est clé. Donc ensuite, souvent, quand on va préparer un calendrier éditorial, etc., il y a plein de personnes dans les équipes qui vont avoir des super idées de contenu. Notamment, ah bah tiens, prochain article de blog, on devrait faire ça, et ça c'est top. Par contre, il y a un sujet qui est super important et qui en fait n'est pas si simple, c'est de toujours challenger ou bien définir le mot-clé principal de l'article. Pourquoi? Tout simplement pour plus de performance en ciblant mieux la thématique. Alors je vous donne un petit exemple concret. C'est, admettons, voilà, j'ai Rachel qui a trouvé une super idée de contenu. Ah tiens, on va faire un article de blog sur 15 conseils pour mieux s'endormir le soir. Ok, génial. Sauf que bon, on challenge quand même un peu le titre, on se dit c'est quoi le mot-clé qui est derrière. Et donc là, petite technique, hein, qui n'est pas complexe, on va dans Keyword Explorer, dans Href, on met un morceau du titre, hein, conseil pour s'endormir, ça nous sort la SERP de Google, et on voit quoi? On voit quelque chose d'assez intéressant en fait. On voit que dans la colonne top mots-clés, donc c'est le mot-clé qui rapporte le plus de trafic à chacun des contenus qui rankent. Et donc, globalement, on voit des mots-clés à 800 en termes de volume, des mots-clés à 150, à 1100, puis on voit un mot-clé à 3000. Et le mot-clé à 3000, c'est comment bien dormir. D'accord? C'est pas s'endormir, c'est comment bien dormir. Donc, c'est subtil comme différence, mais cette subtilité, on peut le voir en termes de trafic sur le contenu, a une incidence importante, puisqu'il fait jusqu'à 2-3 fois plus de trafic que les autres. Okay? Donc ça, toujours challenger le bon mot-clé principal. C'est pas si simple parfois. Ensuite, on va aller pour chacun des mots-clés, soit pour optimiser un contenu, soit pour créer un nouveau contenu. On va prendre en compte le user intent défini par Google. Alors, je dis défini par Google parce que ça reste les algos Google hein, qui le définissent un minimum. Pourquoi c'est important? Parce que ça va nous permettre globalement d'identifier quel type de contenu de mon site web est adapté pour aller viser le top 3. Alors je vais m'expliquer. Mais juste pour qu'on soit bien tous conscients. Il y a par exemple 10 ans, 8 ans, sur n'importe quel mot-clé, on pouvait faire ranker n'importe quoi. D'accord? Et quand je dis n'importe quoi, c'était on crée une home page, on mettait 3 lignes, tout ce qui comptait c'était le netlinking. Aujourd'hui, c'est quand même, cette approche est un peu plus complexe, quand même, il faut l'avouer. Google a bien évolué sur le sujet. Et donc, maintenant, on parle d'intention utilisateur. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais taper mon mot-clé, la SERP va avoir une couleur, entre guillemets. Donc là, on a une SERP informationnelle, où il suffit de regarder en fait le top 3. On voit quoi? On voit plutôt des articles de blog de type informationnel qui sont des guides. Donc, si moi, je vise le top 3, je vais plutôt privilégier le fait du coup de créer un guide, parce que j'ai gagné du temps. Et ça sera moins compliqué. Là, par exemple, brûleur de graisse, pareil, on est sur de l'informationnel, mais bon, petite subtilité quand même, c'est un comparatif produit. Bon, c'est mi-informationnel, mi-transactionnel en l'occurrence. Donc là, si je veux ranker sur brûleur de graisse, j'ai tout un intérêt, a priori, pour gagner du temps, à faire un comparatif produit également. Là, si je tape appareil de musculation, c'est différent, c'est transactionnel. On a une catégorie e-commerce, enfin des catégories e-commerce, avec plusieurs produits. D'accord? Donc là, j'ai plutôt, si j'optimise mon site web, typiquement, que j'ai à la fois un article de blog et une catégorie e-commerce, je vais plutôt optimiser la catégorie e-commerce. Okay? Et donc là, pareil pour la partie produit, d'Exeril Crème, là on va plutôt aller optimiser la fiche produit, du coup, pour le coup, puisqu'on n'a que des fiches produits en top 3. Alors souvent on me pose la question en e-commerce, ah ouais mais attends là, je suis sur un mot-clé
informationnels, anti-cerne homme. Donc les top 3, c'est plutôt des guides. Mais j'ai ma catégorie e-commerce qui est en bas de première page. On fait quoi? 2 actions plutôt simples. Donc la catégorie e-commerce était en bas de première page. On améliore la catégorie e-commerce, on l'optimise d'un point de vue contenu, ça on va voir un peu plus derrière. Et à côté de ça, autant mettre toutes les chances de notre côté. Cette catégorie, si elle est, enfin ce mot-clé et cette thématique, si elle est clé d'un point de vue stratégique, on peut créer un super article de blog qui va aller pousser en plus la catégorie e-commerce. Et là, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, au final, on a la catégorie e-commerce a gagné des positions et en plus, l'article de blog s'est positionné également sous les catégories e-commerce. Donc du coup, au lieu d'avoir un résultat en bas de première page, on a deux résultats plutôt vers le haut de la page. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, je repars dans mon scénario où j'ai mon article de blog, perte du ventre, suite au fait, qui est en 10e position. Donc pour l'améliorer, qu'est-ce que je vais faire? Et ça va être clé, c'est que je vais analyser les attentes des internautes. Donc ça, on en parle assez souvent. Cependant, je pense que c'est vraiment super important de pousser ce point-là. Pourquoi on veut analyser les attentes des internautes? À quoi ça sert? En fait, il y a quelques années, ça servait à rien. Vraiment à rien du tout, quasiment, si ce n'est à la limite pour convertir. Mais en tout cas, pour acquérir du trafic et se positionner, on n'en avait rien à faire des attentes des internautes. Depuis, les algos Google ont quand même pas mal évolué, notamment depuis RankBrain. Et donc, on a vraiment intérêt, si on veut se positionner dans le top 3, à créer un contenu qui répond aux besoins et aux attentes des internautes. Donc, c'est comme en marketing, quand on va, par exemple, lancer un produit, lancer un service, on va identifier ces personas, son marché, leur pain, et donc on va créer une solution qui répond à leurs besoins, et donc, bien entendu, une solution meilleure que les concurrents. Donc là, c'est le même principe. Donc là, méthode gratuite, pour ceux, si dans la salle, il y en a qui n'ont pas accès à Ahref ou à SEMrush, il existe une méthode qui est gratuite, notamment en téléchargeant le plugin Keywords Everywhere de Chrome et Firefox, enfin, utilisable pour Chrome et Firefox, et donc, qui a le mérite, du coup, d'être gratuit. Bon, après, niveau, on va dire, précision de la data, c'est parfois un peu discutable, mais why not? Ça permet quand même d'aider. Donc ça, c'est vraiment une partie où, si vous créez des contenus ou rédigez des briefs, c'est vraiment s'il y a une partie à retenir, c'est celle-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour améliorer notre article perte du ventre, le premier truc basique pour analyser les attentes, c'est on va taper perte du ventre dans la barre de recherche. On va avoir dans le Google Suggest, bien entendu, plusieurs mots-clés qui ressortent. Et là, on commence à identifier des thématiques. Et là, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, je commence à lister et à prioriser des thématiques. Tiens, là, j'en vois une, c'est homme. Bon, pas de bol pour les hommes, qui est recherché plus de 5000 fois. D'accord? Après, je vois une thématique qui est autour du sport. Je vois une thématique qui est autour de la temporalité. Donc là, je note mes thématiques. Je note aussi un peu les ordres de grandeur de volume. Puis après, je vais regarder les recherches associées. Vive la parité, il y a les femmes aussi. Et il y a le sport qui continue, etc. Donc ça, on prend tout ça en compte. On va regarder aussi les autres questions posées, les PA. Ça, c'est vraiment super important. Aujourd'hui, d'un point de vue acquisition de trafic, ça ne doit pas être la méga folie. Peut-être que dans 10 ans, il y aura peut-être un peu moins de résultats naturels, un peu plus de PA. Donc ça, c'est potentiellement le futur. Autant répondre à ces questions, c'est-à-dire on prend les questions, on les met dans le contenu. Pourquoi? Parce que la majorité du temps, ces questions, en fait, c'est Google qui les produit. Elles ne sont pas dans le contenu-réponse, ces questions. Google arrive à faire matcher les questions, sûrement des internautes, avec les contenus en face, où il n'y a pas forcément la question écrite dedans. Donc autant l'aider pour le coup, et reprendre la question et la mettre directement dans le contenu. Autre point, du coup, on va continuer à identifier les attentes, notamment, petite astuce, je tape perte du ventre dans la barre de recherche, je reviens au début, je tape QU étoile, et là, bim, je vais avoir d'autres questions assez intéressantes que je vais ranger dans mes thématiques. Genre, typiquement, que manger pour perdre du ventre? Je vais le mettre dans ma thématique régime. Et là, on peut le faire avec comment, etc. Alors, c'est un peu comme Answer the Public. Après, le problème, je trouve, dans Answer the Public, au-delà de ne pas avoir de volume de recherche, pour ne pas pouvoir prioriser, c'est qu'il y a trop de data. Et en fait, en SEO, c'est souvent un des gros problèmes, c'est qu'il y a tellement de data qu'on est perdu. Et donc, autant focaliser la data qui importe. Donc, globalement, après cette petite étude qui a pris quelques minutes, l'idée, c'est quoi? C'est lister les thématiques,
lister les sous-thématiques, notamment les questions. Et du coup, on peut également les quantifier, j'ai envie de dire, de manière très approximative avec les volumes qu'on a pu voir. Et ça nous permet, globalement, de pouvoir commencer à créer un brief de rédaction pour que le rédacteur derrière fasse un super mégatexte qui répond aux attentes des internautes. Ça a deux avantages. C'est que je vais avoir un contenu plus quali, plus profond. Donc je vais gagner des positions sur mon mot-clé principal. Et à côté de ça, je vais gagner des positions également sur toute la longue traîne. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important. Donc pour aller plus loin, pour ceux qui ont SEMrush, dans Keyword Magic Tool, ce qui est assez sympa, c'est qu'en 2 secondes, on peut avoir, clac, clac, un indicateur sur les thématiques. Là, j'ai tapé perte du vente. On voit les clusters de mots-clés, les catégories de mots-clés par volume. Et là, on voit quoi ? On voit globalement, mis à part comment, on a rapide qui fait 20 000 recherches mensuelles, exercice, homme-femme, etc. Et donc là, en un clin d'œil, je peux déjà commencer à créer un plan global pour mon article. Et donc pareil, on peut aller dans les questions, dans Keyword Magic Tool, et reprendre les questions qui vont bien pour les ranger dans les bonnes thématiques. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment, du coup, ce qui est top, c'est qu'on va faire des contenus qui vraiment sont quali pour les internautes. Et donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent vraiment viser le top 1 et le maximum de trafic, technique importante, c'est que ces contenus, comme je disais, ils rankent sur plusieurs milliers de mots-clés, donc ça, c'est le top 3. Donc on va aller récupérer les mots-clés des concurrents, les mots-clés qui leur apportent du trafic, plusieurs milliers, et on va faire une extraction sémantique de tout ça pour derrière le retraiter dans notre contenu, soit en termes de thématique ou de mots-clés. D'accord ? Et donc là, forcément, d'un point de vue purement thématique / sémantique, on sera au top. Ensuite, l'idée, ça va être d'analyser le top 3 concurrent. Pourquoi ? Alors, on a déjà un petit peu analysé quand même, on va continuer. L'idée, tout simplement, c'est de créer le meilleur contenu. C'était dans l'intro, on disait, voilà, on veut être le meilleur contenu. Là, l'idée, c'est qu'on va continuer dans ce sens-là. Parce qu'au final, c'est comme en sport. Voilà, si on doit faire du saut à la perche, et la perche, elle est à 6 mètres, enfin, on doit sauter à 6 mètres. Si la perche, elle fait que 1 mètre, c'est compliqué. Donc, il faut se donner les moyens. Et donc, c'est pareil, c'est assez simple. On va aller dans Google, on va regarder le top 3, on va les ouvrir dans des nouveaux onglets. Et on va regarder la profondeur de contenu, donc le nombre de mots, les idées traitées, parce qu'il y a peut-être des idées sympas à récupérer pour notre article aussi. On va regarder les images, le nombre d'images, la typologie d'images, est-ce qu'il y a des infographies, est-ce qu'il y a des vidéos, etc., etc. En fait, le sujet, c'est qu'on va aller identifier les forces des 3 meilleurs. Et si on récupère pour nous les forces des 3 meilleurs, forcément, notre contenu sera meilleur que chacun individuellement. Un truc un peu mathématique. Donc là, du coup, si j'ai un contenu qui fait 6000 mots et qui est premier, avec 500 mots, ça va être compliqué de le challenger. J'ai peut-être intérêt, si je veux vraiment viser la première place, mettre toutes les chances de mon côté et faire, par exemple, un 7000 mots. D'accord ? S'il y a une vidéo, j'ai peut-être intérêt à mettre une vidéo. OK ? Donc là, globalement, on a fait une belle phase d'analyse qui nous permet d'avoir toutes les données nécessaires pour créer un super contenu. Donc l'idée, bien entendu, derrière, c'est de le créer et de le publier. Donc soit créer un nouveau contenu, soit optimiser un contenu existant. Et du coup, derrière, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire un truc que tout le monde connaît. Ça va booster l'autorité interne des contenus. Comment ? Avec du maillage interne. Donc ça, tout le monde est au courant. Par exemple, dans cette image Moz, juste pour que ce soit clair, admettons, j'ai créé une page Chicago. Bon, voilà, je vais faire en sorte que d'autres pages internes de mon site web fassent des liens vers ma page Chicago pour montrer à Google que cette page est plus importante que les autres. D'accord ? Donc souvent, sur les sites web, on a souvent plusieurs milliers de pages, plusieurs dizaines, centaines de milliers de pages. C'est un peu la notion du 80-20. C'est-à-dire, il faut savoir montrer à Google c'est quoi les 20% de pages les plus importantes. Ça passe notamment par le maillage interne, très clairement. Et quand je parle de maillage interne, ce qui est important, c'est notamment des liens depuis des textes rédigés, qui seront bien plus puissants. Donc ça, je le répète, en fait, on le sait tous, c'est juste que souvent on ne le fait pas, c'est qu'on a investi beaucoup de temps pour créer du contenu ou l'optimiser, autant passer 10 minutes pour faire ce maillage interne qui va juste changer la donne. Donc, petite astuce pour le maillage interne. Là, admettons, du coup, j'ai optimisé mon contenu
mon article de blog pour perdre du ventre, super. Bon, bah, autant lui donner un bon coup de boost aussi. Et donc là, petite technique, dans Google, pour trouver facilement les pages, je peux, voilà, et ça c'est CMS agnostique, je tape site pharmacin.com, derrière je demande à Google de me sortir les pages où dans le texte il y a ventre, et où dans le texte il y a soit maigrir, soit perdre. Donc je peux mettre des synonymes, etc. Donc je peux faire une recherche assez poussée, du coup, globalement, pour retrouver tous mes contenus rédigés qui, potentiellement, sont des bons candidats pour faire mon maillage interne. D'accord ? Donc ça, voilà, en 10 secondes, crac, je sors la liste et je mets en place le maillage. Vraiment très, très, très important, cette partie-là. Donc, comme on disait, un contenu, ça coûte cher. Puis en plus, là, avec les techniques, j'ai augmenté un peu le coût. Hein. On va passer un peu plus de temps sur le sujet. L'idée, ça va être de pouvoir mesurer les performances des contenus. Pourquoi c'est important ? Enfin, juste, il faut savoir que dans les études, notamment en content marketing, un des gros pains des marketeurs, c'est justement réussir à mesurer la performance de leur campagne de content marketing. Et c'est vrai que ce n'est pas super méga simple avec les outils de base. Bon, il y a quelques astuces hein, quand même. Typiquement, admettons, je lance une campagne d'optimisation sur mon blog sur, admettons, 30 articles. D'accord ? Ce que je vais pouvoir faire, du coup, c'est créer un widget dans Google qui reprend un segment de mes 30 URL. Et du coup, je vais pouvoir configurer ce widget, notamment en comparant les performances actuelles sur les 3 derniers mois et les 3 mois d'avant, par exemple, ou l'année d'avant. Et du coup, je vais pouvoir mesurer est-ce que j'ai gagné du trafic lors de ma campagne d'optimisation. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est la barre bleue, c'est aujourd'hui, entre guillemets, et la barre orange, c'était il y a 3 mois. Donc du coup, je peux voir que voilà, j'ai plutôt des bons gains sympathiques, et donc ça valait le coup. Autre point, on peut utiliser Databox, qui est un logiciel que je recommande, c'est un logiciel de BI, qui va nous permettre de suivre le tout de manière un peu plus sexy. Sachant que Databox, en fait, ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a plusieurs connecteurs, Search Console, Analytics, etc. Et puis, dernière étape, qui est super importante, ça va être de continuer à analyser, optimiser les nouveaux contenus en ligne. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on va créer un contenu, un nouveau contenu, ou même optimiser un ancien contenu, on va toujours avoir des surprises sur la réalité des performances, c'est-à-dire quels mots-clés apportent du trafic. Toujours, toujours, toujours. Ou très souvent, très souvent. Donc, je prends un petit exemple que je suis tombé dessus par hasard. Kayak de mer. Kayak de mer, 6e position, catégorie e-commerce. Okay. Et en fait, quand je regarde les stats dans les mots-clés, qu'est-ce que je vois ? Je vois que c'est justement ce mot-clé kayak de mer qui rapporte le plus de trafic. Puis après, quand je gratte et tout, je vois un gros cluster de mots-clés canoë. Hein, plein de mots-clés canoë. Et là, je regarde le résultat, je me dis, ça n'a pas l'air très optimisé sur ce kayak de mer, ni sur canoë. Okay. Donc, vu que je vois qu'il n'est pas optimisé, qu'est-ce que je fais typiquement ? Je l'optimise forcément. Title, HN, je peux rajouter des paragraphes de contenu. Je peux en profiter pour mettre des questions-réponses sur ces sujets-là. Forcément, si je suis en 6e position, que j'optimise derrière, si j'arrive à atteindre la première position, j'ai tout gagné avec assez peu d'efforts. D'accord ? Et ça, ce genre de cas peut arriver assez souvent. Donc, ça veut dire qu'il faut checker assez souvent ces pages en termes d'optimisation. Autre point, des fois, on peut avoir des pages en perte de vitesse, qui perdent du trafic. Hein, des pages stratégiques, par exemple. Là, c'est un article de guide autour de l'identité numérique. On a repéré un déclin, qu'est-ce qu'on fait ? On reprend l'article, on le met à jour avec toute la méthode que j'ai montrée là. Et du coup, au final, on transforme un problème plutôt en opportunité, puisque aujourd'hui, il fait beaucoup plus de trafic. Donc voilà, en gros. Pour conclure, ce qui est important de comprendre, c'est que chaque contenu optimisé, certes, il a un coût, mais il peut rapporter vraiment plusieurs milliers de visites et bien entendu derrière de chiffre d'affaires. On le voyait, il y a des contenus qui récupèrent 10 000 de trafic, 25 000 de trafic. Donc ça mérite l'effort pour atteindre ce gain. Ça, c'est le premier point. Et donc globalement, sur votre stratégie de contenu 2019, si vous industrialisez le process que je vous ai présenté, vous vous assurez une croissance à 200%. C'est sûr que vous aurez de la croissance. Et en plus, par rapport à vos concurrents, par rapport à la technique que je vous ai présentée, vous allez forcément prendre
une grosse longueur d'avance. Donc voilà, si je dois résumer cette conférence, à chaque fois qu'on crée des contenus, on peut se poser 3 questions, globalement. Est-ce que mes contenus répondent aux attentes de mes personas? Est-ce que mes contenus sont meilleurs que les contenus concurrents? Et est-ce que mes contenus sont rentables? Okay, c'est vraiment les 3 questions à se poser à chaque fois. Ah oui, et autre point, ça fait 1 an que mon équipe R&D prépare justement un outil pour aider sur tous ces sujets-là. C'est un outil qui est en bêta. On essaye d'avoir pas mal de retours de boîtes. Donc si vous êtes une boîte qui justement a pas mal d'enjeux autour du contenu, on serait ravis de vous faire tester l'outil pour avoir un max de feedback, puisque globalement, plus on aura de feedback, plus on pourra améliorer cet outil qui permet globalement d'automatiser quasiment toute la chaîne. Donc voilà en gros. N'hésitez pas du coup, à m'envoyer un mail ou venir me voir après, soit pour l'outil, soit pour récupérer les slides. Merci à tous. C'est la question. On a une petite question si tu veux. Oui. Ah, super. Combien de temps peut-on arriver à positionner un article contenu au sein des 3 premières positions, 3 mois, 6 mois, 1 an? Bon, première réponse, ça dépend de la concurrence du mot-clé. Okay, si tu attaques un mot-clé où il y a 0 résultat, ça prendra quelques heures. Si c'est un mot-clé très concurrentiel, ça peut prendre longtemps. Cependant, il y a une super étude, je ne sais plus exactement où elle a été publiée, mais sur Moz, je crois, qui dit que statistiquement, un contenu atteint ses performances optimales au bout de, attention, 100 jours. Okay, donc je crée un nouvel article de blog, je le publie, techniquement, ses performances, c'est 100 jours après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Merci.